Messieurs, dames. Une seconde. Je dois vous avouer une chose, c'est que quand on m'a proposé de faire cet exposé ici devant vous, j'ai pas mal hésité quant au sujet à traiter. C'est vrai que c'est pas facile de choisir un sujet, parce que si on choisit un sujet trop classique, on se dit que ceux d'entre vous qui le connaissent déjà risquent de s'ennuyer. Et puis si on choisit un sujet qui est très original, eh bien c'est difficile à trouver un sujet qui est original, parce que s'il était facile à trouver, d'autres l'auraient trouvé avant nous, et du coup ce serait un sujet classique. Bref, j'en étais là de mes réflexions, c'était un peu la page blanche à vrai dire. Et puis l'idée m'est venue en mangeant des pâtes. Et plus précisément des fusillis. Vous savez, les fusillis, ce sont ces pâtes en forme d'hélice comme ça. J'étais en train de les manger tranquillement, et puis là, je me suis posé une question, je me suis demandé, mais combien est-ce qu'il y a d'hélices ? Alors j'ai commencé à faire le tour. Évidemment, quand j'ai fait un tour, je ne savais plus d'où j'étais parti. J'ai pris un crayon, et puis je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait 3 hélices. Ça va mieux une fois qu'on a mis de la couleur dessus. Et d'ailleurs, en me faisant ces réflexions, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on les fabrique, les fusillis ? Savez-vous ? J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé ça. J'ai perdu 20 bonnes minutes de ma vie à regarder ça. Enfin bref, j'en étais à réfléchir sur les fusillis. Les miennes avaient 3 hélices. Mais évidemment, quand on fait de la science, on ne peut pas se contenter d'un seul cas. Si je voulais étudier complètement le problème, il fallait plus de diversité, il fallait faire plusieurs expériences. J'ai donc été faire des courses. Et j'ai commencé à étudier les différentes formes de fusillis qu'on trouvait dans le commerce. J'ai observé, j'ai appliqué la méthode scientifique, j'ai observé, j'ai analysé, j'ai trié, et j'en suis arrivé à 3 conclusions. La première, c'est que j'allais encore manger des pâtes pendant 2 mois, 3 jours et 5 semaines, ou 3 semaines et 5 jours. La deuxième, c'est qu'effectivement, il existait plusieurs types de fusillis. Tous n'avaient pas le même nombre d'hélices. On en trouve avec 3 hélices, comme celle que j'avais. On en trouve aussi avec 4 hélices. On en trouve avec 2 hélices, avec 1 hélice. Et là, je me suis demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas en trouver avec 0 hélice ? Alors, un fusillis sur lequel il y a 0 hélice, il ne reste plus que l'axe de symétrie. C'est donc un spaghetti. Le mathématicien Henri Poincaré a écrit dans Sciences et méthodes, au début du XXe siècle, « Faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes ». Je venais de donner au spaghetti le nom de fusillis. Et alors, en continuant à réfléchir comme ça, je me suis rendu compte que les fusillis pouvaient se classer selon quelques critères élémentaires. Le nombre d'hélices, mais également le pas des hélices, c'est-à-dire la distance qu'il faut à une hélice pour faire un tour complet. Les hélices peuvent être plus ou moins rapprochées. Et puis, la taille de l'hélice en elle-même, à savoir la hauteur du cylindre circonscrit, ainsi que son diamètre. Une fois qu'on a dit ça, on peut se dire que finalement, si le spaghetti est un fusillis réduit à 0 hélice, eh bien, en rajoutant un autre paramètre délimitant le diamètre de l'axe central, il était possible de faire tenir dans cette théorie également les penne et les cannelloni. Et si en plus de ça, on rajoutait le rayon de courbure de l'axe central, on peut faire tenir les coquillettes et les cannelloni.
J'étais donc sur le point de mettre en place une classification totale des pâtes élémentaires à partir de quelques paramètres alimentaires. Une classification complète des pâtes alimentaires à partir de quelques paramètres élémentaires. Et puis là, j'ai pensé à la farfalle. Quelle déception. D'un seul coup, toute la théorie tombait à l'eau. En fait, la farfalle est un peu à la pâte alimentaire ce que la gravitation est à la physique fondamentale. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent un peu les théories de physique fondamentale. Il y a 4 forces dans l'univers qui régissent les lois de notre cosmos. Ces 4 forces sont la force électromagnétique, les 2 forces nucléaires fortes et faibles, et la gravitation. Les physiciens sont parvenus à mettre au point une théorie qui englobe les 3 premières, et la dernière, la gravitation, résiste complètement à la théorisation, comme ma farfalle. Alors, quand une théorie tombe à l'eau, de préférence, faire en sorte que cette eau soit bouillante et salée, et la retirer au bout de 8 minutes afin qu'elle en ressorte parfaitement al dente. Je décidais donc de changer de point de vue et d'aborder le problème d'une autre façon. Quand on pense aux pâtes, forcément, on pense à l'Italie. Et quand un mathématicien pense à l'Italie, il pense immédiatement à l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, peut-être le plus grand mathématicien européen du Moyen-Âge, j'ai nommé Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci a vécu au XIIIe siècle en Italie et est surtout connu pour avoir déterminé, pour avoir étudié une suite qui porte son nom, la suite de Fibonacci, et qui modélise l'évolution d'une population de lapins. Fibonacci a donc étudié comment grandissait une population de lapins qui se reproduisent au fil du temps. Et il est parti du principe que le premier mois, il avait un couple de lapins. Le deuxième mois, le couple de lapins n'avait pas encore eu le temps de se reproduire. Le troisième mois, un nouveau couple de lapins naît. Nous avons donc maintenant 2 couples de lapins. Ensuite, un autre couple de lapins naît. Nous avons maintenant 3 couples de lapins. Puis on en a 5, puis on en a 8, puis on en a 13. Vous voyez la logique ? Fibonacci s'est rendu compte que les règles qu'il s'était posées pour étudier ces populations de lapins faisaient en sorte que chaque nombre qui apparaît dans cette suite est égal à la somme des 2 nombres précédents. 13 est égal à 5 plus 8. Ensuite vient 21, qui est égal à 8 plus 13, puis 34, 55, 89, 144, 233, et ainsi de suite. On peut aller aussi loin qu'on veut. Seulement, la suite de Fibonacci, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un sujet très classique. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'aborder d'une manière un peu plus originale ? Je suis remonté à Fibonacci, j'ai fait quelques recherches, et j'ai découvert que le livre dans lequel il avait décrit la suite de lapins s'appelle le Liber Abaci, ce qui signifie le livre de l'abaque. Alors, les abaques, ce sont les ancêtres des machines à calculer. Ce sont des moyens mécaniques qui permettaient aux marchands de faire leurs calculs plus rapidement. Par exemple, les bouliers sont des cas particuliers d'abaque. Alors, ces machines à calculer, elles sont encore assez simples, mais après, dans l'histoire, il en a été inventé de plus sophistiquées. Par exemple, une des plus célèbres machines à calculer, c'est celle-ci, elle s'appelle la Pascaline, parce qu'elle a été inventée par le mathématicien et philosophe Blaise Pascal. Il se trouve que j'ai moi-même une petite collection de machines à calculer. Laissez-moi vous présenter Caroline. Caroline est ma machine à calculer préférée. Il faut que j'ouvre la boîte. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi elle s'appelle Caroline. Peut-être que son inventeur s'appelait Monsieur ou Madame Carole, et de la même façon que Pascal a inventé la Pascaline, on l'aurait appelée la Caroline. Moi, j'ai une hypothèse qui me plaît beaucoup à ce sujet, quoique je n'ai pas de confirmation. Vous avez lu Boule et Bill déjà dans votre vie ? Dans Boule et Bill, le nom de la tortue, c'est Caroline. Et alors, si on regarde bien, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Mais cette calculatrice ressemble un peu à une tortue, avec sa carapace et avec sa petite tête devant. Alors, je me suis dit qu'on pouvait certainement calculer la suite de Fibonacci
avec la Caroline. Alors on commence par marquer le chiffre 1. On ajoute 1, on obtient donc le deuxième terme de la suite de Fibonacci qui est 2. Puis on ajoute encore 1 pour obtenir 3, puis on ajoute 2, puis on ajoute 3, et à chaque fois on ajoute le terme précédent. Ensuite on ajoute 5, ce qui donne 13, puis on ajoute 8, ce qui donne 21, puis on ajoute 13, ce qui donne 34, et ainsi de suite. Seulement, quand on fait ça, on se dit qu'avec cette machine à calculer précise, on va avoir un problème au bout d'un certain temps. Pourquoi? Parce qu'elle a une capacité totalement limitée. Vous voyez qu'ici, il n'y a que 7 chiffres qui s'affichent, mais si j'affiche 9 999 999 et que j'ajoute 1, on revient à 0. Autrement dit, cette machine à calculer ne permet pas de calculer selon les nombres entiers, les nombres qui vont jusqu'à l'infini, mais calcule en tournant en rond. C'est ce qu'on appelle en mathématiques l'arithmétique modulaire. Quand on arrive à un certain nombre, on revient à 0. Alors je me suis demandé ce que ça donnerait si on calculait la suite de Fibonacci en arithmétique modulaire, en arithmétique de cette calculatrice ancienne. Alors comme là on est modulo 10 millions, c'est un peu compliqué, mais commençons par exemple le modulo 10. Modulo 10, ça veut dire qu'on tourne en rond avec des cycles de 10. Alors au début, 1 et 1, la suite commence exactement de la même manière. 1 plus 1 donne 2, 1 plus 2 donne 3, 2 plus 3 donne 5, 3 plus 5 donne 8. Et là ça devient intéressant, parce que si on fait 5 plus 8, on se rend compte que ça fait 13. On dépasse donc 10 et on obtient donc 3. Modulo 10, 5 plus 8 est égal à 3. Ensuite, 8 plus 3 est égal à 1. Puis 3 plus 1 est égal à 4. Et là, vous voyez apparaître au milieu 3, 1, 4, 3, 14, pi. Est-ce une coïncidence? Complètement. Et puis on peut continuer comme ça, longtemps, et étudier la suite des nombres qui apparaissent dans cette suite de Fibonacci modulaire. Alors là, ce n'est pas très évident de visualiser ce qui se passe, alors pour le rendre plus visuel, on peut le représenter de façon géométrique, en plaçant comme ceci 10 nombres en cercle, de 0 jusqu'à 9, et 9 reboucle sur le 0. Et on va commencer au 1, puis du 1 on va aller au 2, du 2 on va aller au 3, du 3 au 5, on va suivre comme ça la suite des nombres de Fibonacci modulaires. Du 5 on va aller au 8, du 8 vous voyez qu'on revient au 3, du 3 on va au 1, et ainsi de suite. Si on continue, on obtient cette très jolie figure bien symétrique. Ça c'est ce qui se passe modulo 10. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant on a une calculatrice qui boucle tous les 100 et qu'on va modulo 100? On obtient quelque chose comme ça. Alors on a plein de fils qui s'embrouillent les uns dans les autres. Là les fils ne sont pas de la même couleur pour qu'on puisse mieux les voir, mais c'est la même chose. On se dit qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire là-dessus. Et puis si on va un peu plus loin, par exemple le modulo 125, c'est toujours la même chose, mais on commence à voir apparaître un phénomène un peu rigolo. Vous voyez qu'il y a des endroits où les fils semblent un peu plus denses, se concentrer autour d'une certaine trajectoire. Si on va modulo 245, on le voit encore un peu ce phénomène, une sorte de papillon qui semble apparaître au milieu des brumes. Et si on va modulo 445, là c'est carrément évident. Là on suit parfaitement J'ai effectivement décidé d'appeler ce phénomène le mystère de la farfalle. Alors on a ce papillon qui apparaît, cette farfalle au milieu des courbes, et alors là on peut se poser différentes questions. Quelle est la forme de la farfalle? Parce que là, on la voit, mais est-ce qu'on peut déterminer plus précisément? Parce qu'en fait on la voit, mais elle est assez floue, parce qu'elle est composée de plein de lignes qui sont un peu, qui tournent autour d'elle sans être exactement sur elle. Donc, est-ce qu'on peut donner une définition précise de cette forme qui apparaît? Est-ce qu'elle apparaît pour tous les modulos? Là, on est modulo 245, mais est-ce que pour d'autres nombres, on a cette forme aussi claire? Est-ce qu'elle apparaît aussi loin qu'on aille? Et puis, pourquoi apparaît-elle? D'où elle sort? Qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, je dois vous dire une chose, j'en ai pas la moindre idée. J'ai découvert ça en cherchant pour essayer de préparer cette petite intervention.
Et puis, vous savez, les mathématiciens, souvent, quand ils vous présentent les choses, ils font les choses bien. Ils vous montrent d'abord les définitions, les axiomes, les théorèmes, les démonstrations, les corollaires. Mais en coulisses, il ne faut pas croire que ça se passe comme ça. C'est beaucoup plus erratique, beaucoup plus flou. Ça se passe par hypothèse, par erreurs qui se font, on revient en arrière, on ne sait pas exactement quelles questions on se pose, on ne sait pas comment on va y répondre. Et donc, comme je savais que j'allais vous voir aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous proposer ce petit problème. Je propose une récompense de 3,14 € pour quiconque parviendra à faire des avancées significatives dans l'étude de la farfalle de Fibonacci. Si vous avez des réponses, vous pouvez me les envoyer à lemystèredelafarfalle@gmail.com. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une belle fin de soirée.